Bonsoir Martial. Bonsoir Céline. Alors ce soir, on est ensemble pour répondre aux questions qui nous ont été posées sur Facebook. Et on avait fait une introduction en disant que ce serait bien de répondre par rapport à ce qui a été dit au conseil municipal. Et puis on s'est rendu compte que les questions portaient sur d'autres sujets, sur des sujets peut-être un peu plus quotidiens. Mais c'est important aussi qu'on réponde à ces questions. Absolument. Absolument. Moi, en tout cas, le principe, il est un bon principe. C'est-à-dire question-réponse. Et toutes les questions méritent d'être posées et on va essayer de leur apporter une réponse. Voilà. Et puis, comme on ne peut plus faire de réunion publique, c'est aussi l'occasion de répondre directement Absolument. aux gens et c'est très important. Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions sur la vaccination, notamment Christiane Breton, Régine Brochet, Annie Burgarde, Véronique Hu, qui s'interrogent sur le fait qu'on n'arrive pas à avoir de rendez-vous et elles demandent où sont les vaccins. Donc, est-ce qu'on peut faire le point un petit peu sur la campagne vaccinale? Moi, je comprends que les questions viennent sur les vaccins. Il y a celles qui ont été posées sur la page Facebook, mais il y a, je crois que c'était 118 personnes qui ont appelé hier au standard de la ville pour réclamer une vaccination. Des personnes qui ont plus de 75 ans, qui ont parfois des pathologies importantes et qui voudraient se faire vacciner et qui ne peuvent pas se faire vacciner. Alors tout d'abord, première question, première réponse, excusez-moi, c'est qu'on n'a pas de vaccin. On vient de nous en donner 196. 196 et normalement, on devrait vacciner 550 personnes par semaine. Et les 196, on les a pour 15 jours. Le centre d'Audincourt peut vacciner jusqu'à 1000 personnes par semaine. Vous vous rendez compte le peu de vaccins qu'il y a? Et c'est pour ça que dans l'édito d'Info, j'ai tenu à dire que c'était un bide terrible, cette campagne de vaccination. On a besoin, face à une pandémie qui fait des milliers de morts, je crois qu'on parlait de 300 morts à chaque fois, régulièrement. C'est-à-dire, vous avez le nombre de personnes qui sont infectées par le virus et vous avez des personnes qui meurent du virus. Qu'est-ce qu'a fait l'Angleterre? Qu'est-ce qu'a fait Israël? Ils ont vacciné en masse. Qu'est-ce qui arrive? Tout de suite, ils vont tout réouvrir. Les infections baissent très sensiblement. Les décès baissent très sensiblement. Et il n'y a pas d'autre solution que la vaccination. Moi, je comprends les personnes qui m'appellent, pourquoi on a continué à ouvrir le standard, pourquoi on répond à des personnes qui nous appellent, qui laissent des messages, pour leur parler en leur disant qu'on les comprend. On comprend leur colère, on comprend leur désappointement. Mais il faudra très vite que le gouvernement trouve les moyens de nous envoyer des vaccins. Moi, j'ai cru qu'il y aurait un mois de février flat et que le mois de mars, le nombre de vaccinés remonterait. Pas du tout. On va avoir le même mois que le mois de février. Le préfet me disait en visioconférence vendredi dernier que beaucoup de vaccins arriveraient fin mars, début avril, et il semble que la vraie campagne de vaccination qui va toucher toutes celles et ceux qui veulent se faire vacciner commencerait début avril. C'est tard. C'est tard. Je pense qu'il y a beaucoup de victimes qui malheureusement n'auront pas la chance de se faire vacciner et qui pourront soit être malades, soit décéder de cette maladie. Alors voilà ce que je voulais répondre aux Audincourtois, mais pas seulement aux Audincourtois, hein, à tous les habitants du pays de Montbéliard. Je les comprends. Nous n'avons quasiment pas de vaccin, très peu, et nous aurons normalement, fin mars, en quantité importante, des vaccins pour faire une vaccination massive. Oui, merci pour ces réponses. Il faut signaler aussi qu'au conseil municipal, on a fait une motion sur ce sujet. Absolument.
Voilà. Alors, un autre sujet qui revient très régulièrement très largement sur les questions qu'on a eues, c'est celui de la sécurité devant les collèges et les lycées. C'est notamment la question de Juxaurore Guéringue. Et sur la sécurité un peu en général aussi, hein. Alors, sécurité. On a une réunion avec la direction du collège Jean Bouin, son son principal adjoint, et avec des parents d'élèves sur cette question. On a eu cette réunion et on a réfléchi à une amélioration de la circulation à la sortie et à l'entrée du collège. Les policiers municipaux sont là à chaque entrée, chaque sortie. Les policiers municipaux, la police municipale est là. Il manque la police nationale. Et nous avons une discussion en ce moment avec le préfet sur un nouveau contrat local de sécurité. Il faut absolument que la police nationale soit aux côtés de la police municipale pour gérer les entrées et les sorties de collège. Pour plusieurs raisons. Il y a des problèmes de circulation, mais il y a aussi des problèmes de délinquance. Il y a des problèmes parfois de vente de drogue. Il y a des problèmes aussi de personnes qui n'ont rien à voir avec le collège ou avec le lycée et qui viennent devant le lycée pour soit appréhender des jeunes qui viennent là, soit les rançonner. Il faut sécuriser les entrées de collège et de lycée. Alors, on fait déjà beaucoup, la ville, avec notre police municipale. Il faut que la police nationale soit à nos côtés. En tout cas, dans le contrat local de sécurité qui devrait être signé fin du mois de mars, on fait de ces questions, des entrées et sorties de collège et lycée, une question centrale. Très bien. Alors, c'est sans doute un petit peu la même réponse peut-être que vous allez apporter, mais on a de nombreuses questions sur la sécurité routière avec des stops non respectés, des sens interdits non respectés. Et ça, c'est des questions de Dominique Debrosse, de Marinette Vautier, ou alors encore des vitesses excessives qui sont constatées par les gens qui sont assez effrayés par ça. Donc, Angélique Jacquet ou Agnès Bégnat nous posent ces questions-là. C'est cette incivilité routière. Alors, quand on faisait les 5 réunions de quartier, ces questions revenaient avec force, hein. Et elles reviennent encore aujourd'hui avec force. Comme il n'y a plus une situation normale concernant la vie aujourd'hui, avec le couvre-feu et tout cela, on s'aperçoit que une délinquance routière se met en place. Mais le problème, c'est elle se banalise. C'est un vrai problème. Il y a des personnes qui ne font plus un stop, ils le coulent. Il y a des personnes, et puis ne pensez pas que ce sont des grands délinquants, hein. Ça devient presque une habitude. La question de réguler sa vitesse en agglomération, des gens qui pensent que c'est une possibilité, mais qui ne le font pas. Et je crois que sur la question de la sécurité routière, une grande campagne doit s'engager avec justement la police, la gendarmerie, pour justement faire prendre conscience qu'en cas de pépin, en cas d'accident, quand on roule à 80 à l'heure et à 50 à l'heure, ce n'est pas du tout la même chose. On ne peut pas freiner. Quand on brûle un stop, je me rappellerai toujours de ce jeune qui a brûlé le stop au carrefour Bernardo et qui a tué sur le coup cette jeune fille. Il n'aurait pas brûlé le stop, il n'y aurait pas eu de mort ce jour. Il faut bien vous dire que dans ce véhicule, parfois il y a un sentiment de puissance, mais il faut très vite revenir à la réalité. Ce sentiment de puissance peut très très vite transformer une personne classique, un citoyen normal, en personne qui peut mettre la vie en danger d'autres personnes. Et donc, c'est un fléau. Et les personnes qui attirent mon attention là-dessus ont raison. Alors, on a multiplié les contrôles de vitesse.
Beaucoup d'amendes ont été données. Certains m'ont appelé en disant: «J'ai pris une amende, comment se fait-il que j'ai pris une amende?» Ils ont pris une amende et les réglementations à l'intérieur de la commune sont là pour être respectées et il faudra qu'il y ait sur ces questions une inflexibilité. Le code de la route doit être respecté dans l'intérêt des conducteurs, mais aussi dans l'intérêt des piétons, dans l'intérêt de toutes celles et ceux pour qu'on ait une sécurité partagée. Et donc, il faut une prise de conscience là-dessus. Alors, vous savez, il y a deux choses, plus d'explications, plus une volonté de faire des campagnes de la sécurité routière, mais aussi de la sanction à chaque fois que c'est nécessaire. Et j'ai remarqué que ces temps-ci, les sanctions pour excès de vitesse s'étaient multipliées. Voilà, et puis toujours dans cette problématique, on a des problèmes très spécifiques qui ont été évoqués, qu'on avait déjà évoqués d'ailleurs en réunion publique. Alors la problématique du stop de la rue Foch, par exemple, par Micheline Tournier, ou encore les détritus qui jonchent la piste cyclable. Et ça, c'est Angélique Jacquet, Agnès Bégnat et Alexandra Bresson qui nous interpellent sur ces sujets. Voilà. Alors, l'avenue Foch, euh, quand j'avais fait la réunion aux Forges, la question est venue. Et c'est vrai que je m'étais engagé. On a eu un problème technique pour réaliser un espèce de dos-d'âne, vous voyez, pour limiter. Alors, on a un vrai problème avec une rue qui n'est pas une rue, c'est presque une avenue. Elle fait presque 25-30 mètres de large. Alors, il faudra la réduire. On va réfléchir à cela. On se réunira de nouveau avec les habitants et on demandera à ces personnes qui nous ont écrit de venir nous voir et qu'on leur propose une solution technique pour réduire la vitesse très sensiblement dans la rue Foch. Concernant les détritus, alors les pistes cyclables, il faut le savoir, sont, notamment le réseau primaire, sont la propriété de l'agglomération. Quand je dis ça, je ne me décharge pas du tout, elles doivent être nettoyées régulièrement. Mais faisons attention, hein, si on ne fait que nettoyer puis qu'on continue à salir comme ça se fait, ce n'est pas responsable. Que des personnes qui sont en vélo ou à pied, quand ils ont mangé de l'emporter, jettent leurs détritus à même le sol, ce n'est pas possible. On n'arrivera pas à tout nettoyer derrière si systématiquement, une fois que c'est nettoyé, on recommence. Je pense que il faudra faire un grand nettoyage des pistes cyclables, l'agglomération va le faire. Il faut qu'elle mette des équipes de maintenance. Il n'y a pas d'équipe de maintenance, il y a simplement des nettoyages qui se font comme nous le faisons au centre-ville et dans certains quartiers, par exemple. Et il faudra aussi qu'il y ait des amendes sévères pour quand on voit un groupe de jeunes, c'est plus seulement des jeunes maintenant, hein, ou des moins jeunes, une vingtaine ou une dizaine, eh bien, quand ils laissent des détritus, il faut qu'il y ait autant d'amendes que de détritus. Et je crois profondément à la prise de conscience, mais quand celle-ci ne s'opère pas et quand parfois ça apparaît comme une provocation de laisser ces détritus à même le sol, eh bien, il doit y avoir des amendes. Et des amendes sévères. Sinon, on ne s'en sortira pas. Ouais. Il va falloir aussi que les gens ne jettent plus leurs masques parce que c'est le fléau actuel. Ça, c'est terrible, les masques. Absolument. Ouais. Alors, pour passer, toujours dans ce sujet, pardon, encore une dernière question de Catherine Toureau qui nous parle du rond-point des cantons et qui parle de la complexité, de la dangerosité de ce rond-point, ou plutôt de ce carrefour. Le Alors, carrefour, ce carrefour est compliqué. Bon, maintenant, il a 5 ans maintenant. Hein, les habitudes se sont prises. Hein. Je dois avouer, et il faut avouer qu'il est compliqué. Pourquoi il est compliqué? Parce que le transport en commun en site propre le régule. Auparavant, il était seul. Maintenant, il a le transport en commun en site propre qui vient régulièrement avoir la priorité sur l'ensemble des voitures. Si bien qu'on a certainement affaire à des ronds-points les plus complexes. Alors, dire qu'il est dangereux,
Ben, pas tout à fait, parce qu'il y a eu un accident et c'est quelqu'un qui avait grillé un feu rouge, mais grillé à une vitesse impressionnante un feu rouge. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre ça sur… la personne a été passée devant un tribunal, ça s'est très mal passé pour cette personne. Et donc, il ne faut pas mélanger la délinquance routière et la sécurité d'un carrefour. Les avantages du carrefour, ça a été que les piétons peuvent traverser. Moi, je descends régulièrement à pied en mairie et à chaque fois que je marche, je suis content d'avoir les feux qui s'arrêtent tous, ça passe au vert et je peux passer tranquillement. Les cyclistes n'ont jamais été aussi si protégés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire le tout mauvais ou le tout bon. Je pense qu'on a un carrefour qui est complexe. Il peut encore s'améliorer, on va regarder si on peut l'améliorer, mais on n'a jamais autant protégé les cyclistes et les piétons. Et dites-vous bien, ça, je le répéterai à chaque fois, y compris dans les réunions de quartier. La route, les carrefours sont faits pour les piétons, sont faits pour les cyclistes, pour les deux roues, sont faits aussi pour les automobilistes, pas seulement pour les automobilistes, sont faits pour tous. Et la sécurité, c'est de faire en sorte que la sécurité de tous soit préservée et garantie. Alors, on passe à autre chose. Cette fois-ci, c'est Totof qui nous parle d'un problème qui concerne le quartier des Forges. Il parle du ferrailleur qui est installé en entrée de ville aux Forges et du bruit notamment et de la poussière que cela provoque et aussi de l'image dégradée du centre-ville, de cette entrée de ville à cause de ce ferrailleur. Voilà. Donc, c'est un problème qu'on a déjà évoqué aussi en réunion publique. Totof a raison. Ouais. Totof a raison. Bon, ce ferrailleur-là est là depuis des dizaines d'années. Des dizaines d'années. C'est un centre de recyclage, parce que maintenant, avant on disait un ferrailleur, maintenant on pense c'est des centres de recyclage. On a tellement tapé dans nos ressources naturelles que maintenant une grande partie des matières premières seront issues du recyclage. Et je pense que ce centre de recyclage, comme celui de la gare, devrait aller sur des… il y a des friches industrielles aujourd'hui dans le pays de Montbéliard. Il y a un nombre assez impressionnant. Il faudrait que l'agglomération réserve au recyclage des locaux importants et assez isolés pour ne pas avoir les problèmes que rencontrent Totof et d'autres riverains qui l'ont déjà prévenu. Alors, normalement, ce tas de ferraille qui n'arrête pas de grandir devrait s'arrêter. S'il ne s'arrête pas, je me fâcherai parce que le responsable de l'entreprise a pris des engagements vis-à-vis de la commune. Si ça ne marche pas, je me fâcherai parce qu'à un moment donné, il y aura l'impossibilité de travailler dans ces conditions. Parce que si on passe des accords avec cette entreprise et qu'elle ne les respecte pas, arrive ce qu'a écrit Totof, mais aussi d'autres personnes qui m'ont écrit. Je pense qu'il va falloir, dans un premier temps, faire en sorte que tout ça se fasse à l'arrière de la cathédrale industrielle. Et dans un deuxième temps, je pense que les deux centres de recyclage doivent quitter la ville et aller dans une friche industrielle pour que ça se fasse à l'abri des voisins et qu'ils ne nuisent pas à la qualité de vie de tous ceux qui habitent à côté. Très bien. Ouais. Alors, on passe à un dernier sujet qui est totalement différent. C'est une question de Vincent Huguer sur les commerces et sur son inquiétude de voir plusieurs enseignes disparaître. Alors, effectivement, la Scarpetta est en liquidation totale en ce moment. L'espace boutique a fermé très récemment. Le Crédit Mutuel aussi. Et puis, il nous demande si on a un plan de valorisation de ces espaces qui se libèrent. Alors, M. Inger a raison de poser ces questions et avec Mélanie Daff, on travaille beaucoup sur la question de la reprise de ces commerces.
On vient d'avoir 6 ou 8 commerces qui viennent de se créer dans la ville. C'est vrai qu'il y a ceux qui partent, ceux qui s'arrêtent pour des tas de raisons, hein. Et puis il y a ceux qui arrivent. Vous verrez dans l'eau d'info, il y a 6 beaux portraits de nouveaux commerçants. Et dans le prochain, je crois qu'on peut en faire autant, je crois, presque. Et donc, mais pour autant, Scarpetta, c'est pas rien. C'est un beau commerce de la ville. Le commerce qui était en face de la place, à côté du laboratoire et en face de la place du marché, c'est un beau commerce historique. Celui-là est repris, en bon chemin pour être repris. Il y a Scarpetta. On est dans une situation assez difficile en ce moment, avec des commerces qui travaillent à 20%, 30% de leurs possibilités, 40%. Et donc, c'est pour ça qu'on investit beaucoup en ce moment sur la ville, et sur l'activité et le soutien au commerce. C'est pour que dès qu'on va pouvoir retirer les masques, dès qu'on va pouvoir sortir, aller dans des restaurants, dès qu'on va pouvoir aller dans nos commerces normalement, parce qu'il y aura suffisamment de vaccins, eh bien, qu'une dynamique se mette en place et que ces commerces soient repris. Ce que je peux dire à M. Inger, c'est qu'on ne lâchera rien sur ces questions. On sera d'une volonté sans faille pour qu'il n'y ait aucun commerce vide sur la ville. On est en passe d'acheter les 2 cellules vides qui n'ont jamais été occupées sur la place Bazaine. Les choses sont en train de se faire en ce moment et on a, y compris certainement, des gens qui veulent les reprendre, ces cellules commerciales. Et on a plusieurs demandes d'installation sur. Alors après, une fois que vous avez l'installation, c'est bien, une volonté d'installation. Après, il faut des loyers, il faut des droits d'entrée qui soient possibles pour les nouveaux arrivants. Alors, la question du commerce, pour nous, est une question essentielle. Mais cependant, ce qui s'est passé au dernier conseil municipal, et ce que je voudrais dire à M. Inger, c'est qu'on a voté une OPA RU, c'est-à-dire on revitalise le centre-ville et on va, avec l'agglomération du pays de Montbéliard, avec l'État, réinjecter environ 7 millions d'euros dans le centre-ville pour que les 240 logements libres du centre-ville soient réhabilités. Donc, c'est un grand projet qui touche à la fois au commerce, mais qui touche aussi à la fois au logement. On a besoin de densifier le centre-ville. Et donc, ces projets, c'est pour maintenant. Très bien, voilà, on a fait le tour des questions. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je ne sais pas. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que la ville d'Audincourt a un grand projet écologique en plantant 1000 arbres sur le mandat. La ville va faire du maraîchage bio. La ville va isoler tous les bâtiments communaux pour faire des économies d'énergie importantes, mais aussi pour qu'il y ait moins de CO2 dans l'espace. Et donc, avec l'OPA, avec les questions qui ont été abordées tout à l'heure, les questions de sécurité, il y a une commune, il y a un maire, il y a une équipe municipale extrêmement dynamique qui ont envie qu'Audincourt aborde les questions de société, les questions du climat avec une dimension nouvelle. Demain se joue aujourd'hui. La pire des choses dans une situation comme la nôtre, avec cette crise sanitaire, c'est de rester les 2 pieds dans le même sabot, comme disaient les anciens. Au contraire, il faut investir. On va investir énormément. On a eu les orientations budgétaires et on prépare l'avenir d'Audincourt. On veut que notre ville soit plus humaine, soit plus moderne, soit plus écologique. On veut une ville humaine et fraternelle. Et pour cela, eh bien, il faut investir. Il faut investir de façon durable, pas n'importe comment, en respectant la nature, en faisant en sorte aussi qu'on donne la possibilité à celles et ceux qui sont les plus fragiles de faire partie de cette dynamique. Parce qu'une ville qui n'est pas solidaire, il lui manque quelque chose.
Et la solidarité depuis l'histoire des forges, c'est l'histoire d'Audincourt. Et c'est pour ça que dans le budget qu'on va voter, il y aura une dimension solidarité très importante. Dans cette crise sanitaire, la commune doit être un bouclier social, un bouclier sanitaire, et faire en sorte qu'on travaille à une cohésion sociale renouvelée dans cette belle ville d'Audincourt que nous aimons. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. Merci. Merci. Merci à vous.